AR Magazine Voyageur, la bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Pour nous, découvrir un pays, c'est d'abord découvrir ses habitants, comment ils vivent, leur histoire, leur langue, leur culture. C'est en fait vraiment un vecteur pour aller vers les gens. Qui es-tu, Marie Couder ? Qui je suis ? Alors, auteure, aventurière, j'ai 34 ans. Après une courte carrière dans les ressources humaines, j'ai décidé de partir à l'aventure, de prendre possession de ma vie, de faire ce qui me plaisait. Et qui es-tu, Neil Openaud ? Un dangereux idéaliste qui a commencé une drôle de carrière, lui, dans la mode, en fait, alors que c'était pas du tout mon univers. Et puis j'ai bossé en tant que photographe pendant quelques années avant qu'il m'arrive une bricole qui me fasse dire que c'est peut-être en fait le moment de vivre à fond sur des choses qui me touchent vraiment. Et de fait de me lancer sur ce grand voyage de pas vers l'autre qui nous a occupé quand même 2 belles années. Et toi, Sandrine Mercier, qui es-tu ? Je suis rédactrice en chef de AR, Le Nouveau Voyageur, un magazine que tu peux retrouver en kiosque tous les 3 mois. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Castbox ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Et toi, l'Europe, qui es-tu ? C'est la question que s'est posée Marie et Neil, parcourant plus de 10 000 km à pied du Portugal à la Turquie. 2 ans de voyage à travers 16 pays et l'envie de mieux comprendre l'Europe en allant à la rencontre de ses habitants. J'ai eu envie de rencontrer ces deux-là car ils ont sans doute pris la décision la plus importante de leur vie en quittant leur carrière pour se lancer dans une aventure hors norme. Un livre est né chez Glénat, 2 pas vers l'autre, signé Neil Openaud et Marie Couder, un livre qui nous fait voir notre continent autrement avec des photos et des histoires humaines. C'est parti. Alors 2 pas vers l'autre, c'est qui cet autre ? L'autre, dans 2 pas vers l'autre, en fait, c'est à la fois cet autre nous-mêmes qu'on a rencontré petit à petit, à mesure de la difficulté du voyage, de tout ce qu'on a pu croiser, ce à quoi on a fait face. C'est tous ces gens qu'on a rencontrés, qui n'ont pas forcément voix au chapitre, qui habitent dans des coins qui sont pas forcément les plus médiatisés. Et puis l'autre, c'est évidemment tous ces endroits insoupçonnés, qui sont là, chez nous, en Europe, qui sont complètement au-delà de notre imaginaire et qui nous prouvent pendant 2 ans qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir des choses complètement folles. Alors comment vous avez conçu votre itinéraire ? Alors, on a conçu notre itinéraire. On a choisi de partir en Europe, donc pour quand on a réalisé qu'on connaissait beaucoup mieux certaines destinations très éloignées de chez nous et que on savait pas placer certains pays européens ou certaines capitales européennes sur une carte. On a trouvé ça vraiment absurde. On a choisi de partir en Europe, de la pointe extrême sud-ouest jusqu'à la pointe extrême sud-est, donc de Sagres au Portugal jusqu'à Istanbul en Turquie. On a choisi de faire cette traversée par la haute route, donc vraiment par les montagnes, à peu près toutes les montagnes du sud du continent. On a tracé un itinéraire hyper rural et hyper montagneux, donc, pour aller à la rencontre des gens, des modes de vie, un petit peu en dehors des villes. On avait cet a priori que les rencontres seraient peut-être plus rares parce que la densité de population est plus faible dans ces zones, mais peut-être plus facile, plus intense. Je pense qu'on s'est pas trompé. On a fait des rencontres tout le long du chemin. Et l'itinéraire, on l'a tracé en essayant de parcourir toujours les plus petits chemins, d'éviter les routes, d'éviter les grands axes, de traverser les régions les plus sauvages. L'itinéraire qu'on a tracé avant de partir nous a servi de fil rouge, qu'on s'est aussi appliqué à ne pas suivre très souvent, à changer régulièrement au fil des envies, de la météo, des saisons, des conseils que nous donnaient les gens localement. Et on s'est aussi appuyé sur un certain nombre de grands itinéraires de sentiers de randonnée de longue distance qui émergent en Europe depuis quelques années et qui continuent de se développer. Au Portugal, dans les Alpes, dans les Balkans, il y a plusieurs itinéraires de longue distance qui nous ont servi de fil rouge aussi. Vous en avez bavé ? On en a beaucoup bavé pour
plein de raisons. En fait, déjà, évidemment, un des premiers trucs dont on nous parle, c'est de la vie de couple pendant 2 ans. Arriver à se supporter l'un l'autre pendant 2 ans, quand on est 24 heures sur 24 ensemble. Il se trouve que ça n'a pas toujours été facile, mais qu'on est rentrés ensemble, ce qui prouve quand même qu'on a réussi à faire face à ça. On en a bavé, évidemment, avec les conditions climatiques qui étaient parfois dures. On a été en gros de 45 degrés l'été, jusqu'à moins 25 l'hiver avec du vent. Curieusement, c'est l'été qui a été le plus difficile à supporter. Je pense qu'on peut toujours bien se couvrir. En Scandinavie, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il y a que du mauvais équipement. Alors qu'évidemment, quand il fait 45 degrés, c'est assez difficile d'enlever ce qu'on ne porte pas. Tu peux rester scotché sous un arbre à l'ombre et plus bouger. C'est ce qu'on a fait entre 10h du matin, parce qu'on se réveillait vers 4-5 heures pour marcher la matinée. À 10h du matin, on s'arrêtait. On essayait de trouver une rivière, de se mettre à l'ombre sous un arbre, et puis on continuait de marcher vers 6 heures. Et comme ça, on a réussi à tenir le coup, quoi. Et puis évidemment, on a choisi de passer par des coins un petit peu risqués, des chemins parfois assez chaotiques, en montagne, dans les pierriers, dans les glaciers, se faire des 4000. C'est des risques qu'il a fallu gérer. Et évidemment beaucoup de dénivelé, puisque au-delà des 11 000 kilomètres qu'on a fait, c'est 320 000 mètres de dénivelé positif, parfois 1500 mètres en moyenne par jour sur certains pays. Vos mollets, vos corps ont changé ? Ouais, nos corps ont changé. Ils ont changé plusieurs fois pendant le voyage. Voilà, de par la météo et les sections qu'on faisait, traverser le sud de la France, la côte Méditerranée, c'était pas la même chose que traverser les Alpes pendant 4 mois. Je pense que nos corps garderont le bénéfice, le bénéfice de ce voyage pendant longtemps. Apprendre à porter entre 10 et 20 kilos selon les saisons. Le centre de gravité change un peu, les mollets se renforcent. On n'est pas rentré avec les pieds tout pourris, les ongles arrachés qu'on voit des fois de certains aventuriers ou rando longue distance. On est rentré plutôt en forme. Et quel pays vous a le plus surpris ? Il y a eu beaucoup de surprises un peu partout. Après, l'Albanie, je pense, est un pays qui a vraiment été très 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 marquant pour nous, parce que ça nous a plus dépaysé encore que des voyages qu'on a pu faire avant à l'autre bout de la planète. L'Albanie, on y a trouvé un pays extrêmement humain, très ouvert. C'est un pays qui a été fermé pendant de nombreuses années et qui s'est ouvert à l'autre très tardivement. On y a trouvé une générosité sans égale qui faisait partie vraiment de la base de tous ces gens qu'on a rencontrés. Et il a fallu décliner beaucoup d'invitations à manger, à dormir, parce qu'il fallait qu'on avance, et que dans un village, parfois, on se faisait inviter 3-4 fois, juste par des gens qui nous voyaient passer. Et un pays qui a un charme fou, qu'on conseille vraiment de visiter, et pourquoi pas à pied. C'était quoi le meilleur moment de la journée ? Alors, ce sera peut-être pas le même pour l'un et pour l'autre. Le meilleur moment de la journée, c'est la fin de journée en ce qui me concerne. Soit quand la tente est montée, qu'on se prépare notre petit repas sur le réchaud, qu'on se retrouve tous les deux après une longue journée d'efforts et à profiter de l'endroit qu'on a choisi pour installer notre camp. Ou à un autre moment de fin de journée, c'est quand on est invité chez les gens. Ça marque aussi la fin de la journée et la fin de l'effort, mais le début d'autre chose, de la rencontre, d'être invité dans une maison d'étrangers, d'un pays qu'on ne connaît pas. C'est un moment fort. On apprend beaucoup de choses en rentrant chez quelqu'un, en fait. Moi, je suis un peu un grand sadomasochiste, ce qui fait que je pense que d'une certaine façon, le meilleur moment de la journée, c'était peut-être les moments les plus difficiles, dans le dur de la montée, en arrivant là-haut, dans des moments d'extrême fatigue, où on se sentait pleinement vivre. Et c'est vrai que les rencontres quand même ont généré des larmes de plaisir, enfin de joie, parfois de tristesse, de quitter les gens, et que c'était des moments forts. Beaucoup de bons moments, ouais. Vous avez quand même sacrément travaillé aussi, parce qu'il y avait marché, il y avait rencontré, mais en même temps, vous étiez à fond sur les réseaux, sur le montage des vidéos. Il y avait une troisième journée encore.
Ouais, complètement. C'est la face la moins visible peut-être de ce projet quand on s'interroge pas complètement sur comment tout ce contenu a été produit, mais c'était vraiment la troisième journée. Faire des photos, tourner des vidéos et puis ensuite les monter, les éditer, faire un montage vidéo, ça prend plusieurs jours et on a fait plus de 70 vidéos pendant le voyage. Donc un gros engagement de notre part et en fait, une volonté derrière ça, c'était porté par une volonté de partager qui nous animait très fortement. On voulait pas faire ce voyage pour nous seulement. On n'a pas imaginé ce voyage comme une petite parenthèse, un congé sabbatique. Pour nous, c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure. Mais la quantité de travail qui a été nécessaire est folle. Enfin, maintenant, quand on le voit avec le recul, maintenant qu'on est rentré, on s'est dit mais où on trouvait l'énergie, le temps de faire tout ça. Bah voilà, on est plein de ressources insoupçonnées. Vous êtes influenceur maintenant ? C'est un mot que j'aime pas du tout. On essaye d'être sincère, d'inspirer les gens sur des choses dans lesquelles on croit vraiment, sans nous forcer à enfoncer des portes ouvertes sur ces modes, qu'elles soient positives ou commerciales. En ça, notre rôle d'influenceur est assez simple. On a un peu du mal à l'endosser. En fait, le mot nous plaît pas, comme à plein d'influenceurs qui disent que le mot est mal choisi. Je pense que le voyage nous a donné voix au chapitre d'une certaine façon, qu'on est un peu légitime à nous exprimer sur l'aventure, sur des thématiques écologiques, qu'on a une petite audience de gens très sympas qui nous suivent. 26 000 sur Instagram, et voilà, après, c'est des chiffres et des réseaux sociaux, c'est des gros algorithmes, c'est des trucs super alambiqués avec lesquels on se force à vivre de plus en plus, mais qui sont pas toujours très sains. Et c'est quelque chose qu'on a bien en tête, dont on aime bien aussi s'affranchir un petit peu pour arriver à produire du contenu qui soit toujours vrai et sympa. Et c'est comme ça qu'on voit le truc. Qu'est-ce qu'on en dira de tout ça dans 10 ans et dans 20 ans Il y a eu beaucoup d'invités aussi sur le parcours. Comment vous avez imaginé ça ? Oui, il y a eu 36 invités pendant le voyage de 13 nationalités différentes. Une grande joie et une grande fierté pour nous d'en parler. Sur ces 36 personnes, il y a quelques membres de notre famille et quelques amis, mais en majorité des gens qu'on ne connaissait pas, qui suivaient l'aventure d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et régulièrement, on invitait les gens de notre communauté à prendre part au voyage, à nous rejoindre pour quelques jours, pour une semaine, pour plus, pour certains. Et les gens certaines personnes se sont emparées de l'opportunité de prendre part à une aventure, de mettre un peu d'aventure dans leur vie, dans leur quotidien, sans forcément claquer leur démission ou quoi, mais et pour nous, partager cette aventure avec des gens de toutes ces nationalités, de tous ces profils différents, c'était d'une grande richesse. Ils arrivaient souvent avec un œil nouveau, avec des questions sur des sujets qu'on questionnait plus, nous, à force, parce que c'était devenu notre vie et notre routine. Pourquoi vous faites comme ci, comme ça, comment vous prenez telle décision, et ça nous permettait d'apporter aussi un regard nouveau sur ce qu'on regardait plus forcément comme de la nouveauté, mais comme notre vie de tous les jours. Votre bouquin, il y a aussi énormément de portraits. Il y a de l'humain, il y a des sourires, il y a des gueules ridées, des gueules comme ça partout, sur toutes les pages. Enfin, on voit vraiment que vous avez fait beaucoup de rencontres. Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais nous raconter ? On a rencontré Petar en Bulgarie, Petar. Avec qui on a partagé des moments très sympas à Sofia, dans la capitale, et qui un petit peu plus tard nous a envoyé un message en nous disant vous êtes loin de chez vous depuis très longtemps, la semaine prochaine c'est Noël, venez passer Noël dans ma famille, dans le village de mes parents. Ça fait une petite rupture sur votre itinéraire, mais c'est un moment qu'on vous propose de partager ensemble, et un moment très marquant. Ouais, bien sûr. On peut parler d'Asten, qu'on a rencontré dans ce petit village de Cabreton en Espagne. On est arrivé là-dedans, et puis on se rend bien compte que dans les villages, les rencontres sont en cascade. Il suffit qu'on rencontre une personne
pour en rencontrer une deuxième, puis petit à petit tous les villages. Plus le village est petit, plus c'est facile de rencontrer des gens. Je pense qu'on s'en aperçoit à Paris parce qu'en fait on est 1 million et que du coup on passe notre temps à croiser des gens qu'on ne reverra plus jamais. Donc à quoi bon leur dire bonjour de toute façon. Et puis Astène, elle nous a branchés dans ce petit village et elle nous a fait rencontrer tout le monde. L'école notamment. Le lendemain matin en espagnol, on a parlé de notre voyage à ces enfants qui étaient complètement émerveillés dans une classe où ils sont 5 et qui allait bientôt fermer parce que tous les villages se meurent en Europe et que ça c'est quelque chose d'assez flagrant d'un bout à l'autre. J'ai lu dans votre livre, parce que toi, Neil, tu es quand même bien brun, avec les yeux marrons, quoi. Avec le soleil qui tape, t'as dû être bien bronzé aussi, voire basané, et t'as eu quelques problèmes de racisme aussi? Je pense que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. On est toujours fait face à une sorte de racisme latent, déjà un peu passif, fait de questions sur le où, le pourquoi, mais tu viens d'où, mais ok, t'es français, mais tu viens d'où dans le fond. Et ça, c'était vraiment du début à la fin du voyage. Et de temps en temps, on nous a carrément envoyé la police parce que avec mon bronzage, les gens pensaient qu'on était des migrants. Ça nous a surtout donné l'occasion de discuter avec ces gens et de leur expliquer que si on avait été des migrants, que de toute façon, on aurait tous fait pareil, que si j'avais été un père de famille qui vit dans un pays où on n'a pas la possibilité d'imaginer une vie douce pour ses proches, évidemment, j'aurais pris mon sac et je serais parti ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que les terres appartiennent, en tout cas, tout ça à l'échelle de la planète, à l'échelle du temps de la planète est complètement anecdotique. Les frontières, elles sont basées sur une poussière en termes d'échelle de temps. Et je pense qu'il faut qu'on s'ouvre un petit peu aux autres. La peur de l'autre, c'est quelque chose qu'on a vu du début à la fin du voyage. Et je pense que c'est une des plus grosses thématiques qu'on traite avec ce projet. C'est que pour s'apprécier, il faut se connaître. Votre voyage avait aussi une visée écolo. Marie, ouais, tu peux nous en parler? Ouais. Alors, il y avait plusieurs aspects écologiques et respectueux de l'environnement dans le voyage. Déjà, le fait qu'on voyageait pas loin, le fait qu'on voyageait à pied, donc avec une empreinte carbone la plus basse possible. Dans le projet, il y avait un second projet qui s'appelle One Kilo for the Planet. Avant de partir, avec les dons reçus par notre association, on a fait fabriquer des sacs à partir de bouteilles recyclées pour collecter les déchets. Alors nous, on avait nos sacs à nous pendant le voyage. On en avait aussi quelques-uns en stock à distribuer à des gens qui étaient touchés par le projet. Et en fait, tous les jours, le long des sentiers, on ramassait les déchets qu'on trouvait. Quand il y en avait beaucoup, on donnait la priorité aux déchets plastiques, vraiment à tout ce qui ne pourrait pas se dégrader dans l'environnement. Et alors, ça change pas le monde, hein. On ramassait les déchets pour les mettre à la poubelle. Mais de faire ce petit geste, nous, randonneurs de longue distance, pour lesquels chaque gramme compte dans le sac, on avait nos brosses à dents cassées en deux, on avait des câbles pour l'ordi qui mesuraient 2 centimètres. Tout était vraiment au gramme près. Et malgré tout, on a choisi de faire ce sacrifice, ce geste de transporter l'équivalent d'1 kilo de déchets en permanence avec nous, à savoir les ramasser jusqu'à ce qu'on puisse les jeter de manière à ce qu'ils soient traités correctement, récoltés, recyclés quand c'est possible. C'était pour nous un message qu'on souhaitait envoyer, de dire que si nous on le faisait, justement ce sacrifice, tout le monde pouvait le faire lors d'une sortie, juste une petite rando, une sortie en vélo, une balade quand on sort son chien. Faire ce petit geste, laisser les sentiers plus propres pour la nature, pour la personne qui passera derrière, qui trouvera un endroit plus agréable. Et c'est ça qu'on les a distribués tout au long du chemin. On les envoyait aussi à des gens qui en faisaient la demande, qui souhaitaient devenir un petit peu ambassadeurs de ce projet. Alors évidemment, n'importe quel sac peut servir à ramasser les déchets. On n'a pas besoin de prendre celui-là. Après, le fait d'avoir un logo, une identité visuelle, à regrouper une communauté de collecteurs, de ramasseurs de déchets et à donner une portée plus forte à ce message.
Bon, le mot de la fin, si tout s'arrête demain, ce sera quoi le bilan de votre vie aujourd'hui ? Si tout s'arrête demain, et je pense que c'est une des choses qui a motivé le plus l'entreprise de ce projet. Je crois qu'on aura vécu un truc très très fort et qu'aujourd'hui c'est assez difficile de trouver une raison de vivre. Enfin, c'est des questions existentielles qui trouvent pas de réponse et pourtant qu'on se pose tous. On a envie de donner du sens. C'est une quête pour tout le monde. Le mot de la fin, pour moi, oui, si tout devait s'arrêter demain, je serais très fière de nous, du sens qu'on a réussi à mettre dans nos vies et de l'impact positif, je pense, qu'on a eu à travers ce projet de Pas vers l'autre. Pour retrouver AR, actuellement en vente, le sommaire t'emporte sur des trains suisses, en Serbie, à la rencontre de femmes qui expriment leur passion dans les Landes ou dans le Nord avec ces terris. Sinon, il y a notre site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et les kiosques bien sûr. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire sympa. Retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour d'autres aventures.